Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de The Little Big Show. Cette semaine, j'interviewe Vincent Paulet du site www.ict.io et de la société Pongo.io à l'île Maurice. Lorsque j'ai rencontré Vincent pour la première fois, il était toujours vêtu d'un costume cravate et signait des affaires à plusieurs centaines de milliers d'euros en Afrique pour la société Expand Technology. Je le recroise dans les couloirs du forum Nexi, vêtu d'un t-shirt Maître Yoda, au milieu justement des costumes cravates, et je me demande qu'est-ce qui s'est passé. On évoque ensemble son parcours entre la France, la Chine, l'Afrique et l'île Maurice, où il vit aujourd'hui pleinement son âme d'entrepreneur geek. Vincent Paulet dans The Little Big Show, c'est tout de suite. Bonne écoute à tous. Donc là, ça enregistre déjà et on va commencer tranquille, quoi. Ok. Vincent Paulet, comment ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, ça va. On se rencontre aujourd'hui sur Nexi 2017. Qu'est-ce que ça t'inspire déjà, Nexi 2017 ? Qu'est-ce que ça m'inspire, Nexi ? Bah écoute, c'est une super découverte. C'est vrai qu'à travers mon activité, je vois un peu les choses à distance. Là, c'est l'occasion de voir un peu tout l'écosystème qui s'est créé à La Réunion ces dernières années. Donc c'est avec grand plaisir que je suis là pour voir des gens avec qui j'échange un peu toute l'année à travers mail, Skype, etc. Que je vois parfois venir à Maurice. À Maurice, tout à fait. Ouais. Parce que toi, t'es basé à Maurice. Moi, je suis basé à Maurice depuis pratiquement 9 ans maintenant. Ouais. Du coup, ton activité, c'est ict.io. Tout à fait. Alors moi, j'ai deux activités en fait. Ouais. J'ai une activité type agence. On se D'accord. spécialise sur le marketing digital. Donc j'aide les gens à communiquer, à être visibles en ligne. Ça, c'est mon activité principale. C'est D'accord. aujourd'hui ce qui me fait vivre. Et ma passion, effectivement, c'est les médias, les startups, l'innovation, l'entrepreneuriat. Et à travers mon site, ict.io, on fait la promotion de tout ça au niveau régional. Donc on couvre l'île Maurice, La Réunion et Madagascar dans notre ligne éditoriale aujourd'hui. D'accord. Voilà. Bah, l'idée, c'est de savoir un peu qui tu es et puis que nos auditeurs ils comprennent comment t'en es arrivé là à être entrepreneur. Parce que j'ai bien compris que ton souhait quand tu as monté ict.io, c'était de voler de tes propres ailes et d'être en mode start-up, etc. Mais la première question, alors, pour revenir un peu au début, Paulet, ça vient d'où ? Paulet, ça vient d'où ? Alors, l'origine du mot Paulet, c'est Petit Paul. C'est vrai ? Ouais. T'en as en Savoie, en France. Ouais. Et tu en as en Normandie. Mon père est d'origine normande et ma D'accord. mère est alsacienne. Moi, je suis né en Alsace, Strasbourg, où j'ai grandi, où j'ai fait mes études jusqu'après le bac, en fait. Ouais. Après, je suis parti en Savoie pour faire une école de commerce. D'accord. Et du coup, t'as fait toute ta jeunesse. Et ça t'évoque quoi alors, du coup, Strasbourg ? T'as habité à Strasbourg ? Bah oui, j'ai grandi à Strasbourg, oui. D'accord. Et ça t'évoque quoi ? C'est quoi tes souvenirs ? De Strasbourg ? Ouais. C'est tous mes souvenirs d'enfance. Ouais. C'est génial, Strasbourg. Enfin, c'est une ville frontalière où tu as un mix de cultures. Tu sais qu'on a l'Union européenne là-bas, donc il y a beaucoup de gens qui passent, des nationalités, etc. Donc c'est vraiment une ville géniale. J'ai un reproche à faire, c'est le climat. C'est vrai que t'habites à Maurice maintenant. Ah ouais, moi, si tu veux, à l'école, depuis tout petit, je dessinais des palmiers quand je m'embêtais sur ma feuille de classe avec mon crayon, quoi. J'avais toujours envie de soleil. Ça m'a toujours attiré, les îles. Et alors, c'est marrant, quand j'étais petit, je rêvais de venir habiter à La Réunion. Ah oui, comment ça, du coup ? Tu connaissais quelqu'un ? Absolument pas, j'avais vu ça à la télé et je voyais la plage, les palmiers, la nature, ça m'a toujours intéressé. Alors comment un petit Strasbourgeois on arrive à connaître La Réunion ? Parce que nous, des fois, on se dit, c'est vrai que nos petits cailloux, il n'y a pas grand monde qui le connaissent et on a tendance à essayer d'attirer les métropolitains chez nous, mais on a plus de tourisme affinitaire. Et comment, en fait, t'as connu La Réunion quand t'étais petit ? Alors, j'avais de la famille qui était mariée avec... en fait, ma tante était mariée avec un Réunionnais.
D'accord. Ils avaient donc ma cousine, ils avaient un enfant ensemble, c'était ma cousine, et lui, il travaillait à la poste là-bas. Et du coup, c'était un mec super, bon vivant, qui aimait le rhum, tu vois, toujours le D'accord. premier à danser dans les fêtes de famille, etc. Et voilà, ça m'intéressait j'aimais bien le personnage. Et il me parlait un peu de la Réunion, tout ça, et ça m'a toujours intéressé quand j'étais jeune, quoi. Et du coup, tu l'as dessiné sur tes cahiers. Et ouais, enfin, je te dis, ouais, quand tu t'ennuies en classe, que le prof, il est un Ah peu... bah ça, c'est intéressant ce que tu dis, je justement. Ouais. dessinais des palmiers, quoi. Justement, alors t'étais Voilà. quoi? T'étais un bon élève ou t'étais un mauvais élève? Tu dessinais Oh en là. cours? Tu faisais... Ah, Raconte un peu. j'étais un peu un cancre. Ah ouais? J'étais pas le meilleur des élèves. En fait, j'ai un parcours un peu particulier, c'est-à-dire que... bon, j'ai habité dans une ouais, ce qu'on appelle une ZEP en fait. Ouais. Alors à côté d'une ZEP. Mon quartier est tristement célèbre en France. Il s'appelle le Neuf. Parce que je Ouais. pense qu'on a le meilleur score de voitures brûlées chaque nouvel an. Ah ouais. Voilà, donc je viens de là. Tu brûlais des voitures toi-même ou? Ah non, moi je brûlais pas de voiture. Non, 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 j'avais d'autres activités. D'accord. Mais effectivement, j'étais à côté d'une grosse ZEP. J'ai fait tout mon parcours en école publique. Et c'est vrai qu'au début, j'étais pas du tout dans un cadre succès scolaire, etc. En gros, arrivé en seconde, on a essayé de me réorienter. À l'époque, on appelait ça les filières pro. Ouais. Donc, concrètement, mon conseiller d'orientation voulait que je finisse plombier ou électricien Ouais. parce que j'étais en total échec scolaire. D'accord. Et ma mère, à l'époque, parce que bon, c'était... T'étais dans quelle filière? En fait, à l'époque, ça s'appelait STT. J'étais D'accord. réorienté de seconde en filière pro, D'accord. où là, je suis arrivé avec des gens qui étaient comme moi en difficulté. Mais bon, avec des gens qui avaient des manquements au niveau si tu veux, de l'éducation, donc des gens qui connaissaient pas très bien la grammaire, qui savaient pas compter, qu'on réorientait dans ces filières pro. Donc moi, j'ai fait compta-gestion. D'accord. En faisant pas grand-chose, je me suis retrouvé en tête de classe, quoi. Ouais. Parce que j'étais vraiment avec des gens qui étaient en difficulté. Et j'ai adoré ça, la comptabilité-gestion. Ouais. Le commerce, c'était des trucs qui étaient super terre à terre, qui me plaisaient bien. Du coup, je réussissais sans faire grand-chose, donc ça m'a encore plus motivé. Et j'ai eu la chance vraiment d'avoir des super profs. Parce que tu as des gens qui ont vraiment des vocations. Ouais. J'ai notamment un prof de français et un professeur général qui étaient dans ces filières-là parce qu'ils nous disaient que chaque année, tu avais des gens qui se font réorienter là-dedans, qu'il fallait récupérer et tu pouvais faire quelque chose avec eux. Et ces profs-là qui m'ont aidé, qui m'ont vraiment motivé, qui m'ont parlé du système un peu élitiste, prépa, école de commerce, etc. Moi, j'y connaissais, mais rien du tout, quoi. D'accord. C'est vraiment eux qui m'ont introduit tout ça. Et qui m'ont forcé à faire un dossier d'application en prépa. D'accord. Il m'a dit, voilà, Du coup, t'as eu Oui. deux orientations complètement différentes, quoi. Il y en a un qui t'a dit, écoutez, vous êtes un cancre, allez en filière pro. Ouais. Et en filière pro, ils t'ont dit, écoutez, je crois que vous avez rien à faire là. C'est ça. Monter un dossier C'est ça. Mais du coup, j'ai l'impression que c'était quand même essentiel aussi pour toi à un moment donné, non? Enfin, le fait de te rendre compte qu'il y avait des matières plus pragmatiques qui te plaisaient plus, mais ça t'a peut-être donné un intérêt dans la formation que tu n'avais pas avant. Ouais, bien sûr, ouais. Clairement, en fait, si tu veux de faire des trucs un peu plus... parce que on avait pas mal d'études terrain, tu vois, on allait voir des commerçants pour... on appelle ça des TD, tu sais, c'est Ouais, des bien travaux dirigés. Donc c'était un peu moins scolaire, plus pratique. Voilà, c'est quelque chose vraiment dans lequel je me suis retrouvé, ouais. Et ça m'a intéressé plus que... Bon, j'aimais bien l'histoire géo, etc., tu vois, mais... j'aime bien l'action, voilà. J'aimais bien être dans l'action et faire quelque chose, parler aux gens. Tu vois, même aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je préfère aller parler à quelqu'un que de lire un livre, par exemple, tu vois. Ouais, C'est d'accord. plus mon truc, c'est vraiment le relationnel. Donc c'est quelque chose... j'étais
un peu timide à l'époque, Ouais. et j'en avais conscience. Et du coup, je sais qu'il fallait que je me force, etc. Et je voyais que j'étais pas mauvais à ça, en fait. J'ai fini commercial, hein. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est que je devais avoir un peu peut-être des facilités. Et voilà, ça m'a vraiment, je dirais, ouais, euh, aidé de faire cette filière-là. Surtout que, en fait, t'arrives en... Donc, moi, j'ai fait une prépa, Ouais. parce que j'ai eu mon bac avec mention. Mais t'as fait une prépa de quoi? Alors, en fait, on appelle ça prépa HEC. Ouais. J'ai Hein, fait pareil, je fais une prépa, je sais aussi. voilà, sauf que c'est une filière techno. D'accord. C'est-à-dire que, si tu veux, moi j'ai commencé le droit, la comptabilité, le commerce, le marketing en Oui, seconde. d'accord, ok, t'as fait, parce que c'est vrai qu'en prépa HEC, t'avais l'option S, option STT, Tout à fait, ou option éco c'est ça. et option STT. Et option STT, moi j'ai fait STT, D'accord, c'est ok. ça. Du coup, on n'avait pas d'histoire géo, tout ça. Ah, les On chanceux. avait, ouais, Les on avait quand chanceux. même l'école, tu vois, mais je faisais du droit. J'avais les mêmes profs qu'il y avait à la fac. Donc enfin, l'intérêt de la prépa, c'est que tu as vraiment des profs de bon niveau. Ah ouais, ça on peut le dire. Ouais. Des gens qui ont un impact sur ta vie, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, et qui t'orientent, et en même temps qui te boostent, en même temps qui te cassent. Enfin, vraiment des gens qui influencent la personne Tu que te tu vas souviens devenir. d'un prof qui t'a cassé ou qui t'a réorienté ou qui t'a bougé un peu, quoi? Ouais, bien sûr, ouais, j'en ai plein des histoires en prépa. J'ai vu en prépa, tu vois des gens pleurer au tableau parce qu'ils n'ont pas réussi Ouais, l'exo de maths, hein. ouais, Donc effectivement, ma prof de droit, Madame Bocha, qui était en fait la femme de mon prof principal en terminale, d'accord. c'est eux qui m'ont orienté dans cette filière en me disant mais clairement, tais-toi, tu fais ça, quoi. Ah ouais, C'était du despotisme. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah ouais. À une époque où, bah, tu vois, fin de bac, tu sais même pas ce que tu veux faire, quoi. Ouais, Tu sais ce que tu veux pas faire. ouais. Mais alors, ce que tu Alors, veux qu'est-ce que tu faire, voulais pas faire? qu'est-ce que je voulais pas, chômeur. Ça, je voulais pas faire. Ça, je savais que je voulais pas faire, mais j'en avais aucune idée, quoi. T'avais peur d'être chômeur? Ouais, j'avais peur d'être chômeur parce que je viens d'un quartier quand même assez humble. Et bah, effectivement, c'est des quotidiens où tu vois, ouais, j'avais des potes, leur père, chômeur, alcoolique, qui tape sa femme. Ouais. Ouais, j'ai vu, tu vois, des histoires comme ça, hein. Donc, Ouais. effectivement, ça te fait réfléchir. Tu te dis, est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que je dois faire quelque chose pour m'en sortir? Voilà, ouais, effectivement, à un moment, ouais, bien sûr. Ouais. Ça te met un coup de stress. Et du coup, tu fais 2 ans de prépa et ça se passe comment? Alors, je fais 2 ans de prépa. Bah, 2 ans, oui, t'as fait les 2 ans. J'ai fait les 2 ans, Yes. ouais, j'ai fait les 2 ans. J'ai fait une ESC après. Je suis allé ESC Chambéry, D'accord, qui a fusionné maintenant avec Grenoble, je crois. d'accord. Donc, moi, j'étais pas trop dans l'état d'esprit compétition. C'est pas trop ce qui m'intéressait, en fait. Bon, moi, j'ai vite compris qu'en prépa, même avec un 6 de moyenne, tu veux trouver une école. Ouais. La Donc compète. toi, tu pleurais pas au tableau, toi. Ah non, non, moi j'y allais relax. Les profs, ils me disaient, bon, t'aurais pu faire un peu plus quand même. Mais j'y allais détendu. Donc ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Surtout ce que j'aimais bien, c'était l'éco, le droit. Et ça c'était super intéressant. Tu vois, j'ai commencé l'éco, le droit, la comptabilité en seconde. Ouais. Donc j'ai revu, j'ai fait seconde, première, terminale, 2 ans de prépa. Enfin, t'arrives en école de commerce, les mecs ils découvrent la comptabilité. Moi, ça faisait 5 ans que j'en faisais, quoi. Non, mais alors, bah, tu vois, pour te donner l'autre facette du Ouais. truc, moi j'ai fait une prépa HEC, version S. Du coup, quand toi, t'avais 4 heures de droit des affaires, moi j'avais 4 heures de De philo. maths. Ou de philo, maths, ouais. genre avec des matrices et une co que j'ai plus jamais réutilisé, bien sûr. Mm. Et c'est vrai que je me suis senti complètement à la ramasse quand je suis arrivé en école de commerce avec les gens qui avaient fait un IUT ou les gens qui avaient fait STT parce qu'ils avaient une longueur d'avance. Clairement.
Enfin, je comprends pas qui garde ça encore aujourd'hui. Enfin bref, je te laisse continuer. Bon, après, c'est la culture G, je pense que c'est important, tu vois, de faire des maths quand même, de faire de la philo, de faire... La résolution de problèmes, ouais. Ouais, non, mais bien sûr. J'avais de la philo quand même en prépa. Ouais. C'est vraiment, je crois, la seule matière qu'on n'avait pas, c'était l'histoire géo. D'accord. Qui était pas là, mais toutes les autres Ou le matières, français, on les avait. après, Non, on avait français. Ah ouais, ok. On avait français et philo, ouais. Français, philo, on avait. D'ailleurs, ça m'a bien aidé dans mon métier aujourd'hui, tu vois. L'aspect Blogueur. rédactionnel du Ah métier. bah, clairement. Surtout les aspects. Donc, je suis content d'avoir fait de la philo en prépa. Surtout, l'enlève pas. Et du coup, bon, là, on est sur la phase où tu es en formation, tu es en prépa. Et tu avais déjà découvert l'outil Internet, là? Ouais, bah en fait, si tu veux, moi j'ai toujours été intéressé par ça. Mon premier PC, c'était un Amstrad CPC 6128. Et plus, je sais pas ce que c'est. Et tu sais pas ce que c'est parce que t'étais pas encore né. Enfin si, je pensais que t'es né, mais t'étais peut-être un peu... T'as quel âge, au fait? 31. 31. Ah bah si, tu dois connaître. Ouais. Amstrad. C'était peut-être pas arrivé à la Réunion. C'était quoi ton premier ordinateur? Moi, j'avais un Atari. Bah c'est à peu près la même époque. D'accord. C'est à peu près la même époque. En fait, moi, ce que je faisais avec des potes, c'est qu'on codait en basique à l'époque. Ouais. Donc, on prenait des jeux, on faisait des compilations de jeux, on essayait de changer le code, etc. À quel âge tu commences à coder, tu dis? Basique. Ouais, on devait avoir 12 ans, peut-être. Ah oui, ok, ouais. On devait... Ouais, donc ça m'a toujours intéressé, tu vois. J'ai toujours aimé les ordinateurs. On avait des cours d'info en prépa. Oui, c'est vrai, mais c'était du Turbo Pascal. Ouais, et même en STT, on faisait beaucoup de bureautique. Donc on apprenait tu sais, les fonctionnalités sous Excel, à remplir un tableur, enfin des choses assez basiques. Ouais. Mais moi, je me baladais là-dedans et j'ai toujours été à l'aise avec l'outil informatique. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, même à titre personnel. J'ai toujours eu un ordinateur, j'ai toujours été un gamer. Toujours essayer de voir un peu le code, comment... Enfin, ça m'intéressait de savoir comment on faisait les trucs. Ouais, tu vois. Comment ça marche. C'est ça. D'accord. Et du coup, sur ton Amstrad, t'as fait quoi? T'as développé des... Non, mais en fait, avec l'Amstrad, t'avais un gros manuel comme ça. Ouais. Et t'avais... Je précise que t'écartes tes doigts de moins 50 cm. Ouais, c'était vraiment le gros le gros volume. Et dedans, t'avais des exemples de code en basique. Ouais. Et du coup, si tu veux, la manière dont on faisait à l'époque, c'est que tu recopiais le code. Ouais. Et après, tu jouais avec les fonctionnalités, quoi. D'accord. Pour voir comment tu changes les paramètres. C'était rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Non, bah, j'imagine. Et tu te souviens des premiers trucs que t'as codés? Ouais, c'était un Pong. Ouais. Je sais pas si tu vois les jeux que c'est. Si, ouais, je vois. Moi, j'avais le Pong, mais sur Atari, quoi. Bah voilà, c'est ça. C'est ça. L'un des premiers trucs que j'ai fait, c'était un Pong. Ouais, bon, ce que la plupart des gens de ma génération ont fait. Ouais. D'accord. Et le jeu, du coup, ça a pris quelle place dans ta vie? Bah, je suis toujours un gamer aujourd'hui, ouais. Donc effectivement, moi, je suis passionné par le jeu parce qu'en fait, j'ai aussi commencé, alors très tôt, le jeu de rôle. Et les jeux de société. Donc même aujourd'hui, on fait assez régulièrement du jeu de rôle et des jeux de société avec mes potes là-bas. Ouais. J'ai commencé avec... À Maurice, tu veux dire? À Maurice, ouais. Bien sûr. C'est une galère, on ne trouve pas de magasin. Donc on vient acheter nos trucs à La Réunion, chez l'Orque et le Nain et Sortilège. Vous avez 2 magasins. Je mettrai, tout ce qu'on dit, je le mettrai en... Ouais, tu peux leur faire de la pub, ils sont super sympas. Et du coup, ouais, j'ai toujours été un gamer, toujours. Ça m'a toujours intéressé d'apprendre en jouant, en fait. Ouais. Et ça, tu le réappliques dans... Bah, clairement. Dans ce que tu fais, comment tu fais? En fait, à travers nos événements, à travers, je dirais, la manière dont je m'exprime avec les gens, tout le temps, on joue, quoi. Il y a un aspect sérieux, mais avec un vernis sympathique et... J'aime pas les trucs chiants, moi. C'est pas du tout mon truc. Si je m'emmerde, ça me fait chier, je passe à autre chose. D'accord. Ouais. Bon, du coup, tu fais une prépa et tu fais quoi après? Alors après ma prépa... tu fais Chambéry? Je vais à Chambé. En fait, je suis allé à Chambé parce que j'aimais bien les gens là-bas. En fait,
les gens, pour moi, c'est super important, tu vois. Ouais. Alors que tu sais, comme tu dois le savoir, quand tu finis ta prépa, tu fais ton tour de France des écoles. Ouais, là où tu as été admissible. C'est ça, là où tu es admissible. Donc tu te balades, tu vas voir les gens, etc. Ça me plaisait bien Chambé parce qu'il y avait la montagne, Ouais. le lac. Je trouvais vraiment le cadre sympa. Et j'avais d'autres potes aussi à moi qui Qui étaient avaient là-bas. choisi cette école. Ça, Voilà. ça joue, ça aussi. C'est clair. Ça joue vachement. C'est clair. Du coup, je vais à Chambé. Pareil, je te dis, j'allais pas beaucoup en cours, quoi. La première année, j'étais avec des gens comme toi qui devaient apprendre la comptabilité et gestion. Donc, si tu veux, faire débit, crédit, moi, ça faisait 5 ans que je faisais ça. Donc, les premiers cours, pas grand-chose à faire. Donc, l'école de commerce, c'est plus... je dirais que l'intérêt d'une école de commerce, pour moi, c'est t'apprends plus à développer ton relationnel plutôt que des compétences vraiment techniques fait que j'avais eu en prépa, hein, clairement, il faut dire ce qui est. Et pourquoi tu dis ça? Comment t'as développé ton relationnel? Déjà, tu rentres dans des assos. Donc moi, j'avais choisi l'asso finance, tu vois. D'accord. On s'appelait... De but en blanc, c'est pas le truc le plus relationnel, non, finance? Détrompe-toi parce on organisait on faisait en fait, tu sais, t'as Boursorama, je crois. Ouais, Boursorama Banque. Ouais, en fait, on devait aller chercher des sponsors, organiser de l'événementiel, hein, pour en fait, voilà, il nous filait une petite somme et puis tu sais, c'est celui à qui aurait la meilleure performance sur le marché boursier. Alors on faisait ça avec soit de l'argent réel, soit avec des fonds fictifs. C'est encore du game, ça? C'est encore du jeu, clairement. Ouais. Et du coup, t'es obligé d'aller dans des sociétés, trouver des sponsors, organiser le truc, réserver une salle, etc. Plus, t'es obligé d'aller... t'as pas mal d'événements dans une école de commerce. Donc, t'as des... Enfin, je sais pas si c'était la même chose pour toi, mais... Au début, nous, on avait pas mal de cours de théâtre, d'improvisation, En fait, t'avais ce qu'on appelle les soft skills. Ouais. C'est très important dans le monde du travail, parce que t'as pas que les compétences techniques. Bien sûr. Et c'est vraiment ça que tu apprends à développer dans une école de commerce, à mon avis. C'est, voilà. Tu vois, par exemple, on nous filmait quand on était en train de parler, et derrière, on se revoyait en vidéo, et t'as tout le monde qui commente, quoi. Ah oui, ça peut être violent, ça. Je sais pas si t'as fait ça, mais nous, on faisait ça. Non, j'ai pas eu l'occasion de faire ça. Ou alors, un super exercice qu'on a fait, c'était surtout en début d'école de commerce, mais c'est pour vraiment te montrer le truc, c'est on se met tous en cercle, on s'assoit, et tu exprimes une émotion, et tu dois marcher au centre du cercle, et les gens commentent. Donc tu vois, sur la manière dont tu es, etc., ça te fait beaucoup réfléchir. Ouais, je Donc moi, c'est vraiment ça que j'ai développé en école de commerce, plus qu'apprendre la comptabilité et gestion. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est combien de temps l'école de commerce? C'est en fait 3 ans. Moi, j'ai fait 4, parce que j'ai fait une année de césure en Asie, en Chine. Voilà. De toute façon, pour avoir ton diplôme, tu es soit obligé de faire de l'alternance, soit d'avoir une expérience à l'étranger. Et t'es allé faire quoi en Asie? T'es allé où? En fait, alors, t'es obligé de partir t'es obligé de partir à l'étranger pour avoir ton diplôme. Ouais. C'est une obligation. Ou de faire de l'alternance. Bien sûr. C'est plutôt une super obligation. Après, il faut le financer. Oui, on est d'accord. Du coup, tu commences à chercher un peu des opportunités. Bon, t'as pas de réseau. Moi, j'avais pas de réseau forcément dans le truc. Et t'as des gens qui te proposent en fait d'aider les étudiants. Par exemple, à Maurice, on a une start-up qui s'appelle Stagissimo, qui propose des stages à La Réunion aux étudiants d'école de commerce. Stagissimo, ok. Ouais. Et tu as... moi, je suis passé par une association qui s'appelait Cefica, qui aidait les étudiants d'école de commerce à trouver des stages en Chine. D'accord. Donc, c'était le moins cher, parce que tu as l'équivalent sur l'Angleterre, l'Irlande... Enfin, plein d'associations qui se proposent d'aider des étudiants à trouver des stages à l'étranger. Et moi, je suis passé par eux, donc je les avais payés à l'époque, je crois que c'est 600 €. Et du coup, tu as une prise en charge, ils te trouvent un logement, ils te trouvent un stage, enfin,
t'es pris en main, quoi. Et du coup, t'as fait quoi? Bah, je suis arrivé dans une société chinoise. Quoi, tu te parles? Je suis arrivé dans une société chinoise. Je sens que l'arrivée était sympa. Ah bah... qui faisait en gros tout ce qui est pièces moteurs électriques sur les motos. Ouais. Donc des rotors, des C'est pas très stators. drôle, en fait. Ah non, c'est pas très drôle. Et ces gens-là, ils avaient vu dans mon CV que je parlais italien. J'avais fait 2 ans d'italien. C'est vrai? J'étais beginner, enfin débutant, je suis débutant. Ah, t'avais mis quand même que tu parles italien, quoi. Bah ouais, mais j'avais mis débutant, tu vois. De toute façon, tu parlais deux mieux ans. italien qu'eux. Je suis plus prêt en italien, laisse tomber. J'avais pris ça en école de commerce parce que je voulais me débarrasser de l'allemand auquel j'ai toujours été nul. D'accord. Et j'arrive là-dedans, et les mecs qui me disent, alors je découvre le truc, ils me disent le marché italien, apparemment, c'est le plus gros marché pour les motos. Bah ouais, c'est vrai que quand tu y penses, tu vas à Rome ou tu vas à Florence, Ouais, il y a plein de motos. il y a plein de motos. Et alors, moi, ils me demandent, ils me demandent, en gros, en fait, ils avaient un process on appelle ça reverse engineering. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux, ils prenaient les vieilles motos type Harley Davidson, Et refont les pièces. et ils refont les pièces. C'est-à-dire que tu leur envoies la pièce cassée, et ils vont refaire des petites séries, 1000, 2000, 3000 D'accord. pièces. Et du coup, ça intéresse pas mal les revendeurs, parce que... Sur des vieilles motos, ouais. Exactement. Et ils me disent, bah, il faut vendre ça en Italie. Ok, donc du coup, je commence Challenge, gros challenge. Ah bah, gros coup de sueur froide, je commence à faire mon script en italien, Google Translate, avec mon dictionnaire, etc. Et en fait, ce qui était assez marrant, c'est qu'il y a pas mal d'Italiens qui parlent français. Ah oui. Et quand tu les appelles... Vous qui parlez français? Ah ouais, quelqu'un qui t'entend galérer, il fait « Ah, mais vous êtes français !» Oh, putain, merci. Et voilà, non, mais Tu te souviens ça... du nom de la boîte? C'est Tienbo, ça s'appelait. D'accord. Ouais, c'était une filiale de Tianjin Motorcycle. Ah En oui, fait, mais c'est gros Changing Motorcycle. ouais, c'est énorme. Ouais. Mais là, on était une filiale. Dans mon bureau, on était au 16e étage et il y avait 10 personnes. C'était un petit bureau dans un grand building. Ouais. Et c'était où en Chine? À Tianjin. Tianjin, ah bah oui. Ouais. Alors, c'est connu parce qu'il y a eu une explosion. D'accord. Si tu veux, c'est au sud de Pékin. C'est un peu le gros port, pas loin pas loin de la capitale. Ouais. D'accord. Voilà, donc j'ai fait 1 an là-bas, en année de césure. Bon, mon stage, à un moment, ça m'a vite pris la tête. Hein, donc j'ai eu une opportunité pour être prof de français. D'accord. Donc je leur ai dit, bon, merci, salut. Bye. Bah, Tu avais vendu 2-3. Ouais, j'avais quand même trouvé quelques clients. Bon, tant mieux. Ceux qui parlaient français, justement. Mais effectivement, ils avaient pas besoin de moi. Et, tu sentais bien que c'était en fait... le problème de ces boîtes qui trouvent des stages aux étudiants, c'est que c'est un vrai business. Hein. C'est un vrai business. En fait, ouais. je sais pas si t'es pas par là. Non, La même. jamais. Mais c'est vraiment. Ouais, c'est un vrai business. T'as des stages qui sont bien, t'as des stages qui sont moins bien. Bon, moi, j'avais un stage qui était moyen. Je gagnais pas d'argent. Ah ouais. À côté, je pouvais me faire payer pour faire prof de français. À un moment. Ah oui, bah oui, à un moment donné, quand t'es jeune et t'as pas trop de sous. Bah, c'est ça. Tu fais des choix. Et si tu veux, j'étais en stage, le soir je donnais des cours, et puis à un moment j'ai dit ah, c'est bon, j'arrête le stage. Et, de toute façon, mon école, je leur ramenais une facture d'électricité tamponnée en chinois, tu vois, c'était ma convention de stage, quoi. Personne, ils comprenaient rien. Ils n'avaient pas de traducteur, peu importe, quoi. Bon, bah, si Chambéry nous entend, laissez Chambéry nous entend. Tu vois, peu leur importait, quoi. L'essentiel, Ouais, c'est que comprends. tu faisais un stage, que tu avais une expérience, voilà. Ouais, l'essentiel, c'est d'avoir su se démerder et d'aller s'installer à l'étranger. Et C'est d'ailleurs, ça. Comment t'as fait? C'est comment? À la Chine, Ouais. Bah, T'étais ça m'a vachement captivé. aidé ou t'as... bah, effectivement, tu avais cette association CFICA là, qui nous aidait. Du coup, ils nous mettaient dans des appartements avec soit alors l'équivalent un peu des VIE, tu vois, ou d'autres stagiaires. Donc on était dans un appart
On était 5 par appart, je crois, donc c'était des trucs assez grands, des lofts. On vivait bien, hein, franchement, c'était assez sympa. Moi, la Chine, ça m'a captivé. J'ai appris le chinois en même temps que je donnais des cours, parce que du coup, quand j'ai arrêté mon stage, je me suis dit, bon, je vais apprendre la langue. Tu vois, ça dépanne, etc. J'ai commencé à apprendre la langue. Et quand je suis rentré en France, j'ai fini mon diplôme. Ouais. Et ben, j'avais pas de dette, je devais chercher un job et ben là j'ai fait salut, je retourne en Chine. Ah ouais. Donc, alors, t'es revenu en France pour valider ton diplôme. Et, C'est et ça. donc, tu fais quoi après? Je repars en Chine. Et tu pars faire quoi? Alors, je repars avec un pote que j'avais rencontré là-bas D'accord. pour essayer de monter une boîte. Un pote, un Frenchie? Ouais. Alors lui il était de Sophia Antipolis. Ouais. Il y est toujours d'ailleurs. Et en Chine. Pas à Sophia Antipolis. Mais toujours dans la ville là-bas. On repart à Dalian, qui est une ville dans le nord. Petite ville de 6 millions d'habitants, je crois. Petite ville de 6 millions d'habitants. C'est ça, mais en bord de mer, un peu plus sympa parce que ce qui est fatigant en Chine, c'est la pollution, les gens, etc. D'accord. Donc t'as envie d'être un peu dans un endroit propre. Ouais. Parce que la pollution, quand je te dis polluer, c'est vrai qu'on se rend pas compte. La pollution, quand on habite à La Réunion ou à Maurice. Ouais, moi j'imagine. En Chine, c'est vraiment sale. Ouais. Si t'as des endroits, tu peux pas boire l'eau, quoi. Ah oui. Ah, moi j'ai bu de l'eau, j'étais malade pendant 3 jours. Ouais. Enfin horrible. Du coup, on va dans le nord pour essayer de faire une boîte d'import-export de vin. On s'est dit, tu vois, on va. Bonne idée, ouais. Ouais, sauf qu'on a mal fait notre benchmark, il y avait déjà quelqu'un qui le faisait. D'accord. Ouais. Donc on n'était pas les premiers. Pareil, on prend toutes les premières tôles. En fait, notre stratégie, c'était de faire les salons de viticulteurs. Ouais. Donc, tu as un gros salon qui s'appelle Vini France. Ouais. De dire aux gens, on va faire une étude de marché en Chine, voir s'il y a un potentiel pour votre vin. D'accord. Et vous nous filez 1 ou 2 bouteilles pour qu'on fasse une dégustation une fois sur place. D'accord. Et si ça plaît aux gens, on vous en recommande et on le vend. Sauf que tu as tout un... En fait, quand tu importes et exportes en Chine, tu as un système de double étiquetage. Mais il faut étiqueter en chinois. En chinois, et on ne savait rien, tu vois. On venait de finir, on était occupé avec nos diplômes, faire le truc, parce que là, du coup, tu n'as plus personne qui t'aide. Tu es obligé de faire toutes les démarches par toi-même. Ouais. Et du coup, on est parti avec des visas étudiants. Donc, on a dû trouver une fac pour avoir des visas. Enfin, voilà. Je te Les passe le hackers, les détail. hackers. Bah ouais, tu pars comme ça, un peu à l'aventure, quoi. Et du coup, tu prends tous les trous, toutes les tôles. Et du coup, la boîte, c'est pas trop faite parce que tout notre stock est bloqué à la douane. Donc, on peut pas trop faire ce qu'on veut. Il y a déjà un mec qui fait le truc sur place. On finit avec des visas étudiants. Donc, il y en a certains, si tu veux, qui se disent, bon, bah, je vais continuer les cours, ça peut être sympa quand même. D'autres qui se disent, je vais prendre un job, etc. Et moi, j'ai une opportunité. Je rencontre un gars qui cherche en fait des gens qui avaient des masters pour être prof à la fac. D'accord. Donc je finis à l'université supérieure du Liaoning. L'université normale du Liaoning a donné des cours de français, en gros. Et je suis resté comme ça 3 ans. Alors c'était sympa parce que ça me permettait d'apprendre la langue. J'avais Ouais. très très peu d'heures de cours. C'était assez relax comme job. J'avais appartement de fonction, un billet d'avion pour la France chaque année. Donc, franchement, c'était cool. Sauf que ça gagnait pas des masses, professeur. Bon, j'avais un salaire quand même pour là-bas, pour vivre plus que dignement. Par contre, si je retournais en Europe, effectivement, c'était pas Byzance, quoi. D'accord. Du coup, à un moment, après quelques années, je me dis, bah, c'est dommage quand même, t'as fait un master, t'as quand même peut-être autre chose à faire que juste prof. Du coup, je commence à chercher d'autres options et bah, je trouve un VIE, D'accord. Top. voilà, qui a été proposé par une boîte réunionnaise qui s'appelle Store Solutions.
D'accord, ok. Bruno Millot. Ouais, Bruno, si tu nous entends. Voilà, bonjour Bruno. Ok. Et je travaille avec, je sais pas si tu connais Sam Young. Non. Non. Enfin bref, donc une boîte réunionnaise me fait venir à la Réunion pour m'envoyer à Maurice D'accord. pour travailler dans tout ce qui est les systèmes de paiement sur l'Afrique. D'accord. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans la région à la base. Ok. Voilà. Et donc tu t'occupes de quoi? Alors ils avaient une solution de paiement à carte. Ouais. On appelle ça les cartes pétrole. Ah oui, ok. C'est les cartes essence. Ouais. Ouais, ok. Donc gros marché à la Réunion, je crois que c'était la SRPP. Ouais. Tamoil, enfin je sais pas s'ils sont toujours en activité. Je crois, ou c'est Oil Libya ou quelque Oil chose. Libya, ouais, ça a changé de nom tout à fait. Ouais. Ouais. Libya Oil. Donc voilà, donc c'était un peu leur client et ils avaient un potentiel sur l'Afrique à travers certains groupes qui étaient implantés ici, notamment le groupe Shell qui était présent sur toute l'Afrique. D'accord. Et du coup, il me dit, il m'envoie chez un partenaire à Maurice Ouais. pour développer depuis Maurice le marché africain. Et là, tu découvres Maurice alors? Là où Et là, je découvre Maurice. Voilà, tout à fait. Donc je fais venir ma petite amie chinoise de l'époque, en fait, avec qui j'étais depuis 2 ans et demi déjà. D'accord. Donc on était en couple, on avait un appart, etc. Donc il me rejoint à Maurice. On accroche bien parce que Maurice, tu sais, elle ne parle pas français, donc comme c'est un peu anglophone, elle peut faire ses trucs. Ouais. Tu vois, elle n'a pas besoin de moi pour aller au supermarché du coin, commander un taxi. Enfin, elle est autonome du fait que c'est anglophone. Moi, je fais mon VIE. À un moment, je pense que la store veut un peu recentrer parce qu'en fait, ils m'envoyaient à Maurice parce qu'il y avait ça, mais il devait y avoir des choses qui suivaient. En fait, je crois qu'ils avaient surtout une activité de formation qu'ils voulaient développer à Maurice à partir de la Réunion. Enfin, envoyer des formateurs, mais ça se fait pas trop. Du coup, il y a un petit peu un mouvement en arrière sur la Réunion. Et donc moi, ma position à Maurice, on me dit clairement rentre à la Réunion. Ouais. Mais bon, moi, je leur dis c'est compliqué. Ma femme est pas forcément francophone. Ouais. En fait, je sais pas si tu sais, mais en VIE, si tu es basé en France, tu es payé sur la base France. Donc c'est pas énorme. Je crois qu'on est en dessous des 1 000 euros à l'époque. Ah ouais. Pour vivre à deux avec Réunion, 900 euros, c'est un peu, tu vois, c'est un peu le seuil de pauvreté à La Réunion, il est sorti il y a une semaine, je crois. C'est 938 euros. Donc, voilà. Pour une personne. Donc à deux, t'es clairement en dessous. Ouais, donc moi, je leur dis, écoutez, ça va pas être trop possible ouais, je comprends. de faire ça comme ça. Donc ils comprennent, hein, c'est passé en très bonne intelligence. Hein, j'ai aucun problème avec la store là-dessus. Et du coup, je leur dis, je vais chercher un job en local. Et ils me disent, on a un ancien partenaire, Expand Technologies. Michel Tessed. Michel Tessed, tout à fait, qui fait un peu la même chose, va le voir. Peut-être qu'il y a une opportunité. Il y a un bon fit avec Michel. C'est moi qui l'approche pour lui dire, voilà, je suis dans cette situation-là, etc. Et puis il me dit, ouais, je cherche un commercial sur l'Afrique. Il me dit, t'as fait un peu ça, tu connais la techno. Vas-y, assis-toi là, travaille, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé chez Expand. Je suis resté 4 ans chez Expand. Commercial d'abord. Et puis j'ai évolué vers la fin sur responsable marketing et directeur commercial et marketing. Parce qu'en fait, il m'envoyait beaucoup en Afrique. Donc j'ai fait un peu toute l'Afrique. En fait, Michel, il avait donc une activité comme ça aussi sur les pétroliers, enfin Expand. Mais aussi une activité sur les parcs naturels en Afrique. Oui. Où ils vendent tous les systèmes d'entrée. Ouais. Parce qu'en fait, tu rentres dans le parc et puis en fait, si tu as des trucs à payer, je sais pas, si tu dois acheter des souvenirs dans le parc, tu peux plus retirer de l'argent après, sauf que c'est des parcs qui font des milliers d'hectares, quoi. C'est ça, c'est perdu en plein milieu de la nature. Le seul truc qu'il y a, c'est du réseau télécom et parfois un peu d'électricité. Donc on avait un système qui était adapté à ça, toujours avec des terminaux de paiement, des cartes, etc. En fait, c'était surtout pour éviter la fraude,
Parce que quand tu payes si tu veux, quand tu payes un ranger dans un parc, je sais pas moi, $150, Ouais. 200 $ par mois, et qui voient un bus de touristes arriver où chaque touriste paye 80 € par jour, Ouais. tu comprends que la tentation, Ouais, il est tenté de vendre des services un peu à ouais, côté. ou carrément de garder l'argent. D'accord. Donc nous, c'était dématérialiser tout ça pour éviter la fraude. Ouais, je vois. Voilà. Donc en gros, je visite un peu toute l'Afrique du Nord au sud, d'Est en Ouest pendant 4 ans. J'ai un peu fait tous les pays d'Afrique. Et T'as closé des gros deals? ouais, j'ai fait des deals sympas. Ouais. Ouais, j'ai fait des deals Tu peux sympas. nous en raconter 2-3? Ouais, le plus gros qu'on a fait, c'était South African National Park, Ouais. San Park, ça. Et je pense que le montant, c'était 1,5 million de dollars Ah ouais. de mémoire. Donc ouais, c'est assez sympa. Et Ouais. comment enfin, c'est un deal de combien de temps? Tu veux dire Ouais, en pour que termes de process, comment tu les as approchés Bah, Parce que ça m'intéresse ça beaucoup parce t'intéresse? que moi je suis responsable commercial dans la vie et ben, je suis toujours intéressé d'apprendre un peu comment les gens font Mhm. leur process. Et là, typiquement, c'est de la vente, la cycle long, quoi, j'ai l'impression. Ouais, t'es des cycles sur des cycles. De toute façon, quand tu travailles avec surtout les ministères en Afrique, t'es sur des cycles super longs. Alors, Ouais. faut croiser les doigts qu'il n'y ait pas de changement de gouvernement parce que sinon, tu recommences à zéro. Mais là, ce qu'on avait fait à l'époque, et je pense que c'est un bon modèle, c'est on avait déjà des références. Ouais. On travaillait déjà au Kenya, en Tanzanie. Du coup, on a fait un workshop avec nos clients qui sont venus en Afrique du Sud Ouais. pour présenter l'utilisation qu'ils font de la solution. Ouais, super. Tes Et clients qui parlent de ta bah voilà, solution. clairement, Ouais. clairement. Du coup, ils étaient emballés. Euh, on n'a pas vraiment passé par le processus d'appel d'offres parce que tu as une option, si tu veux, où tu demandes 3 cotations et tu prends celle que tu veux. Donc bon, ça a été fait dans les règles, hein, mais ils voulaient vraiment travailler avec nous, justement parce qu'on avait ces références. En fait, ils avaient payé, et c'est là où on a été surpris, pendant 1 an, ils avaient un prestataire avant, ils avaient payé un consultant pour trouver une solution parce que vous souhaitez remplacer le prestataire d'avant, et il n'avait pas trouvé. Et nous, quand on allait taper à la porte, c'était merci, vous Providentiel. êtes là, quoi. La providence. C'est ça. Ouais, c'est clair. Donc, si tu veux, il y avait tous les facteurs pour que le deal se fasse. Et du coup, ouais, c'était pas mal. Surtout que Michel, c'était à peu près son chiffre d'affaires annuel, tu vois. Ah bah Donc, oui, sur une année, on a doublé le truc. Donc, ouais, c'était sympa. C'était Ah sympa. ouais, du coup, tu fais 4 ans 4 et, ans chez et tu Expand. retiens quoi de ces 4 années de... Chez Expand. Ouais. Ah, c'est génial. Bon, déjà, j'ai visité l'Afrique. Ah, c'est une aventure, quoi. L'Afrique, tu vois des personnages en couleur. Enfin, je sais pas si t'as déjà vu, c'est difficile à expliquer, mais c'est super intéressant de voir des gens qui sont vraiment ancrés dans le réel, qui sont avec tous les problèmes du monde, mais heureux, tu Tu vois. parles de qui, par exemple, enfin, de quel Des, type de des personnage? Africains en général. D'accord. Si tu veux, nous, Européens, on a tendance à se plaindre un peu de tout. Ouais. En Afrique, ils se plaignent pas. Alors qu'ils ont beaucoup moins de choses que nous, on a, tu vois. Donc c'est là où tu mets en perspective un peu les choses, quoi. Enfin, c'est des histoires de fous que tu découvres là-bas. Je te donne un exemple, si tu veux. Moi, j'ai vu des patrons d'entreprise au Ghana, Ouais. quand tu veux faire un emprunt à la banque, c'est 26% de taux d'intérêt. Ah ouais. Tu vois le truc, hein. Et moi, j'y étais, tu avais des panneaux où ils te disaient, chez nous, c'est pas 26%, c'est 22% de taux d'intérêt. Tu Ah vois. oui. Donc, Comment t'entreprendre dans ces conditions-là, quoi. c'est ça. Et c'est des gens qui restent malgré tout positifs et qui sont vraiment ancrés dans le présent. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu sais pas si tu vas être comment va être fait le lendemain. Ouais. Du coup, comme t'as pas cette perception du futur, bah t'es là maintenant et ils te disent bah, si je suis heureux aujourd'hui, je serai heureux demain.
Tu vois, donc c'est vraiment une autre façon de voir la vie, de concevoir les choses. Et ouais, ça m'a fait vraiment du bien, ouais, de découvrir tout ça. Parce que c'est vrai que nous, on est assez stressés par rapport au futur. Est-ce que demain j'aurai un job? Est-ce que je vais pouvoir payer les études des enfants, Avoir une etc. mission dans sa vie. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en Est-ce train que de ça a du passer à sens? côté de ma vie? Et du coup, vas-y, on voit du Xanax. Je suis stressé, tu vois. Ouais, je comprends. Et les Africains, ils sont à des années-lumière de ça, quoi. Ouais. Du coup, ça fait du bien ouais, de voir des gens ancrés dans le présent et qui, malgré qu'ils ont tous les... enfin, il y a beaucoup qui n'ont pas grand-chose dans la vie, beaucoup de malheur, etc. et qui, quand même, arrivent à être heureux, tu vois. Ouais. Ça te fait voir les choses en perspective. Et du coup, comment on fait le passage de Expand à Seio Mag c'est Non, ICTIO. SCTIO Mag, excuse-moi. D'accord, donc je suis chez Expand pendant 4 ans. Moi, j'ai jamais... Enfin, on m'oblige à bien m'habiller, faire le commercial. Bon, ça fait partie du job, donc je le fais. Mais moi, ce que j'aime, je suis un geek, en fait, de nature. Enfin, rôliste, j'aime les jeux vidéo. J'aime le code. Je suis un peu un geek. Ouais. Donc je suis un geek qui est dans un système un peu où je discute avec... je suis consultant monétique, quoi, donc je discute avec des ministres, des grands comptes. Ça me plaît bien, mais c'est pas mon... c'est pas ma raison, tu vois, je suis un gars qui aime être en t-shirt et en short. Hein. Et bon, voilà, je sais que c'est une phase et que tôt ou tard, voilà, je vais devoir faire quelque chose. Et du coup, j'arrête avec Michel parce que, bon, il avait aussi, lui, d'autres... en fait, à un moment, la société, elle a eu un gros coup de mou et il y a surtout certains managers avec qui je m'entendais bien qui partent parce qu'ils ont d'autres opportunités. Et voilà, comme dans toutes les boîtes, à un moment, tu vois, les gens chez Ptel se renouvellent. Voilà. Et moi, je veux passer à autre chose et j'ai une opportunité dans les télécoms. D'accord. Avec un ami qui vend une solution de BI au groupe Orange. D'accord. Sur toute l'Afrique, en fait. C'est quoi la solution? Bon, ça s'appelle Krill Solutions. Krill Solutions, ok. Voilà. Qui me dit de rejoindre. Voilà. Et qui veut me faire travailler sur l'Afrique. Mais basé à Maurice, du coup, je commence à travailler là-bas. Mais très vite, je vois que c'est plus ce que j'ai envie de faire. Et j'ai un ami d'enfance qui, lui, est ingénieur informaticien. Ouais. Quelqu'un qui j'ai connu quand on avait 15 ans. D'accord. Qui était avec moi en Chine aussi pendant un moment. Qui quitte son job parce qu'il travaillait à l'ambassade de Pékin. Ouais. Et qui commence à faire le nomade un peu en Asie, tu vois. Donc il a fait Vietnam, Bangkok, enfin un peu tout le parcours classique Asie du Sud pour voir où ça peut lui plaire. Et à un moment, je l'ai sur Skype et je lui dis viens à Maurice parce qu'il cherchait une destination. Du coup, il me fait aller sympa. Il vient à Maurice. Lui, il est dans l'état d'esprit. J'ai monté ma boîte, tout ça. Il me motive et on décide à deux de créer notre société. Parce que bon, lui, il avait un profil développeur. Ouais. Et moi, j'avais un profil plus commercial. D'accord. Du coup, on se dit, allez, voilà, ça peut être un bon fit. Et du coup, on est toujours ensemble. D'accord. Et vous avez créé CIO Mag. Alors, non, ouais. ICTIO. Non, ICTIO. alors, on crée... Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Une start-up. Allons devenir riches. Ça, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire, c'est comment on va le faire. Non, mais à l'époque, on savait pas ce qu'on sait aujourd'hui. Ouais. On se dit, on va faire Uber et on va être riche. Normal. Donc, on commence à développer une petite plateforme qu'on appelle taxifinder.mu. Ouais. Qu'on n'a jamais fini parce qu'on se dit, comment est-ce qu'on va recruter les taxis?
Bon, bah, faut aller de taxi place en taxi place, convaincre les taxis. À l'époque, ils ont que des téléphones pas, qui sont pas très smart. Ouais. Du coup, on se dit, on va faire un truc SMS, plateforme SMS. Enfin bref, on comprend que c'est vraiment difficile. Surtout, personne parle de nous. Et à un moment, ben, on commence à vendre du service parce que bon, faut bien commencer à rentrer des sous, etc. Donc, on s'oriente naturellement vers agence web. On fait du site internet, de l'application mobile, etc. Donc, on enregistre notre société qui s'appelle Pongo. Pongo.io, qu'on a toujours, hein, d'ailleurs, c'est aujourd'hui ce qui nous fait vivre, plus que la partie média qu'on fait vraiment par passion. Et on rejoint une structure qui s'appelle l'Eben Accelerator, Ouais. qui tu as peut-être connu. C'était sous couvert, enfin sponsor par Xavier Luc Duval, un truc comme ça, non? Exactement. C'était une initiative L'ancien Premier ministre. Non, alors, il était pas L'ancien, Premier non, ministre. Il était l'ancien ministre. ministre, non, le Alors, il était au tourisme. trésorier, quoi, enfin le ministre de l'économie. C'est ça. Voilà. Et Orange. Et Orange. Voilà, Ok. donc on est dans la tour Orange, à Eben. On est dans un accélérateur pour entreprises avec une vingtaine de boîtes autour de nous qui font elles aussi plus ou moins tous du service. Mais bon, tu as des gens qui font des applis mobiles, enfin vraiment, vraiment plein de trucs. Et on Et pas Rivecube avec Vue. Ouais, si, bien sûr. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. C'est comme ça que j'ai connu Eric, ouais. D'accord, Rivecube, ouais. S'il nous Eric, entend. ouais, salut Eric. Depuis Aix-en-Provence où il est maintenant. Donc ouais, effectivement, c'est comme ça que je rencontre un peu tout cet écosystème de boîtes. Parce que moi, tu as bien compris que je travaillais en fait plus sur l'Afrique Ouais, bien sûr. avant. Donc Maurice, c'était pas trop dans mon périmètre. Ouais. Elle a été un peu, mais bon, c'était pas mon focus, Ouais. clairement. Du coup, je rencontre un peu tout cet écosystème et j'avais une amie, Zakia. Zakia Biora. Tout à fait, qui organise la Web Cup, qui un jour je la croise dans l'accélérateur et elle me dit ouais, on fait la Web Cup, machin. Bon, je savais pas trop ce que c'était, mais du coup on s'implique. Ouais. On commence à filer un coup de main. On a vraiment été présent pour 2 éditions. Maintenant un peu moins parce que notre rôle a évolué, mais on commence à s'impliquer dans les communautés, à filer un coup de main, etc. et à bloguer dessus. Voilà, donc au début, ICT.io, c'était mon blog. D'accord. Parce que personne parlait de ça. Et on avait bien vu, si tu veux, quand nous on avait essayé de lancer notre startup, que approcher les médias, c'est super compliqué. Personne parle de toi. Ils comprennent pas forcément ton industrie parce que ils vont pas forcément avoir les compétences techniques pour évaluer ton projet. Du coup, moi, je commence à bloguer dessus. Alors, au début, je faisais 2 articles semaine. Souvent, le vendredi, j'en publiais 2 Ouais. où je discute de sujets de fond, comment l'e-commerce se développe sur l'île. Est-ce que les paiements par mobile, ça a un vrai intérêt? Enfin, tous mes articles du début. Et alors, est-ce que tu essayes d'être terrain comme tu l'as été tu vois, tu disais que tu étais très intéressé par le terrain. Moi, j'aime bien lire des blogs, par exemple, mais ce que j'aime pas, c'est quand je revois les mêmes infos, les 7 habitudes, les 7 choses pour réussir son e-commerce, etc. C'est du rabâché, c'est tout le monde qui se renvoie les mêmes infos. Est-ce que tu essayes, dans ce que tu me dis, ce que j'ai bien aimé, c'est de dire, en fait, tu donnes la réalité des faits à Maurice. Ouais. Et ça, c'est super important. Moi, c'est ce que je veux faire dans The Little Big Show. Je veux pas interviewer Elon Musk. On s'en fout. Le but, c'est de parler des gens qui sont ici, de parler des choses qui se passent ici, tu vois. Et comment tu fais ça avec ICT.io? En fait, on essaie toujours de donner une dimension soit régionale, soit locale. Ouais. Effectivement, tu as des grosses thématiques qui, à mon avis, traversent les frontières. Hein. Par exemple, l'e-commerce. Tu peux en parler à La Réunion, à l'île Maurice, à Mada. Après, effectivement, il faut l'adapter, ton contenu. Du coup, ça demande un peu d'une connaissance terrain. Bien sûr. De citer des exemples, de peut-être faire un petit travail d'investigation en amont, discuter avec des gens, peut-être prendre contact avec ces gens-là pour essayer de te forger une opinion, développer un axe.
Ouais. et faire un article qui a du sens. Alors, je te dis pas qu'on fait pas de curation, parce qu'on a vu qu'on avait aussi un rôle qui était de centraliser l'information à un endroit. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'informations qui est dispersée. D'accord. C'est-à-dire, un site va publier une info, puis tu as une autre info sur un autre site. Tout ça qui est noyé dans du contenu qui n'est pas forcément niche. Ouais. Du coup, tu n'as pas d'endroit qui centralise tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup de lecteurs qui me suivent Ouais. un peu en mode flux RSS. D'accord. Tu vois. Donc on a un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe s'il y a un truc qui se passe, en gros, ça va être sur ICT.io, tu vois. D'accord. Même si c'est après l'événement, ou au moins, tu vois, on va relater le truc. C'est-à-dire que ça te permet de faire un suivi de ce qui se passe dans l'écosystème sans avoir à visiter 50 sites, chercher l'info, etc. D'accord. Et c'est, je pense, aujourd'hui, un des rôles qui nous a aidé à avoir un impact sur l'écosystème, c'est ça, c'est de centraliser vraiment toute cette info. Et du coup, c'est quoi en chiffres En chiffres, je te dis, on fait à peu près 1 millier de visiteurs uniques jour, donc c'est pas énorme, je ne vivrai pas avec Google de ça. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on a fait, si tu veux, des tests un peu avec des concepts. On appelle ça un peu des tests de pénétration, en fait, comme en Ouais. sécu info, tu vois. Ouais. Où tu vas lancer un buzzword, tu vas essayer de développer une idée, tu regardes comment les groupes se l'approprient, quel est le retour de ça. Écoute, c'est pas mal. Hein. On commence, ouais, sérieusement. Sur quoi, ouais. par exemple À Tropical Valley, ouais, ça c'est vraiment C'est sympa. quoi Tropical Valley La Tropical Valley, c'est un jeu de mots sur la Silicon Valley, en fait. Hein. D'accord, ok. Je crois qu'au Kenya, ils ont fait la même chose sur Savannah, Silicon Savannah ou quelque chose comme ça, en fait, tu vois, c'est pour Avant, dire... à La Réunion, il y avait une boîte qui s'appelait Silicon Village. Voilà. Ouais. Tu vois, donc on joue sur les jeux de mots et de dire, voilà, que si tu veux, notre écosystème, c'est la vallée tropicale, quoi. Voilà. D'accord. Donc, de voir si les gens se l'approprient, lui réutilisent dans un autre contexte. Ouais, c'est un peu ça. On en a fait d'autres sur des problématiques de fond aussi, parce qu'en fait, je pense que vous avez la même chose à La Réunion, c'est les idées reçues sur l'entrepreneuriat. T'as plein de choses qui nous déplaisaient, de problématiques qu'on voulait adresser. Et on voulait voir si elles ressortaient ou si on arrivait à faire un peu changer les mentalités. Voilà. D'accord. Donc ça nous a vraiment intéressés. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a, à notre petit niveau, un impact sur ça. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et c'est quoi le futur de ICT.io J'en sais rien. T'auras envie de faire quoi J'en sais rien, franchement. Je suis très content aujourd'hui avec le modèle qu'on a. Mais je pourrais faire beaucoup plus. Ça, j'en ai conscience. Je pourrais faire beaucoup plus. Après, tout est une question de temps. Aussi, je veux pas tout faire parce qu'on est sur un mode... j'aimerais tout faire, mais je veux pas faire trop vite. Parce qu'on est sur un mode où on autofinance pas mal de choses. Qu'aujourd'hui, ça va, si tu veux, on arrive un peu à break-even... avec un peu de mal parfois, mais on a encore un peu de trésorerie de nos investisseurs. L'idée, c'est pas de tout brûler, là, c'est de tenir la distance aussi. Je dis souvent qu'on est, si tu veux, on est en même temps dans une course de fond et dans un sprint. D'accord. Tu vois, parce qu'on veut que l'écosystème il booste. Ouais. Parce qu'en gros, on est dans une sorte de cercle vertueux où, si tu veux, si les startups commencent à être valorisées, mon activité est valorisée. Ouais. Donc, c'est-à-dire que moi, ma valo, je la multiplie par 2, 3, 4, Bien 10, sûr. tu vois. Ouais. Mais en même temps, je sais pas quand ça va arriver. Ouais. Tu vois, parce qu'on est au début de l'histoire. Enfin, je pense même à La Réunion, on s'en rend compte. Alors, vous avez initié le truc un peu en amont. Mais c'est vraiment le tout début. Après, est-ce que ça va prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans? Who knows Bah ouais. Ouais. Je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal, quoi. Mais effectivement, c'est l'objectif. Donc, c'est d'accompagner ça, d'aider à ce que ça s'accélère. Mais en même temps, c'est de tenir la distance. Ouais.
Et du coup, question Facebook. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur? Question Facebook. Ouais, c'est ce que Facebook pose en entretien. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur? Pas peur de quoi? Si t'avais pas peur. Qu'est-ce que du saut en parachute. J'ai le vertige. Donc ouais, j'ai toujours envie de le faire. Ou à l'élastique aussi. Ah ouais? Ça, je vais peut-être le faire un jour. Ouais. J'ai un peu le vertige, donc ouais. Je réponds à la question, c'est plus orienté. Non, c'est de manière générale. Qu'est-ce que tu ferais Ok. si t'avais pas peur? Mais après, c'est vrai que souvent les gens vont te dire. Souvent les gens, c'est. Si j'avais pas peur, je lâcherais tout, j'irais vivre là-bas. Ou si j'avais pas peur, j'arrêterais de m'emmerder avec tel ou tel truc. D'accord. Bah écoute, je vis déjà dans les îles. Voilà, en fait, t'as déjà tout ce qu'il te faut. Ouais. T'as plus de boss. Donc, Ouais, j'ai plus de boss, je suis relax là. J'arrive dans un stade à un niveau d'entrepreneur où, si tu veux, les années les plus difficiles sont derrière moi. ouais. Maintenant, ça commence à être que du fun. J'ai le luxe de pouvoir choisir un peu mes clients. Souvent, quand j'arrive dans un endroit, les gens me connaissent ou ils font «Ah, j'ai entendu parler de toi», ou tu vois. Ouais. Donc, effectivement, le média, ça aide beaucoup. Donc, non, vraiment, je pense que ce qu'il y a à venir là, c'est vraiment le meilleur. Du coup, j'ai vraiment pas peur de ça. Par contre, j'ai le vertige, ouais. Donc si tu me dis saute en élastique. En fait, on en revient Ça me à ce fera qu'on paniquer. disait au début. Si je te pose une question sur la peur, en fait, tu reviens vachement pragmatiquement sur le terrain en disant en fait, Ouais. si j'ai une peur, c'est le vertige. Mais tu sais, moi, Coluche, il disait, je suis pas très grand. Ouais. Coluche, il disait la bonne taille, c'est quand les deux pieds ils touchent bien par terre. Ouais. Je suis assez terre à terre. Même si j'aime bien, tu vois, les grandes idées, les grands débats, etc. Mais si après, t'as pas d'action. Ouais. T'avais un truc comme ça, il disait il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. C'est Bergson qui dit ça, tu vois. Moi, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me retrouve, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, il faut, à un moment, c'est bien beau d'en discuter, quoi, mais vas-y, remonte-toi les manches, mets les mains dans Ouais. le cambouis et on fait avancer le truc parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, ils sont, moi j'appelle ça les il faut cons. Tu sais, Ouais. ah ouais, il faut qu'on fasse ça, il faudrait bien faire ça, Ça machin. pourrait être carrément une monnaie, je crois, le Yaka Faucon. Ouais. Avec le High Beacon. Yaka Faucon, ouais, Ça devrait être une monnaie, le Yaka Faucon. Ah là, et puis quand tu dis, bah allez, vas-y, ouais, on le fait, et là, ils te font, ah ouais, vas-y, fais-le. Ouais, non, ça m'intéresse pas comme genre de débat. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des gens qui avancent, tu vois. Clairement. Ouais. Écoute, si les auditeurs veulent te trouver, comment ils font? Bon, S'ils veulent tu te me fais un contacter. mail, hello@ictio, HE2ALO, @ict.io. T'as un Voilà. Twitter, un Facebook? Ouais, on a tout. T'as On a tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, on tweet, on Facebook. Je fais du community management pour mes clients, donc ça devrait aller. on a toute la structure en place, je te rassure. On essaie de répondre aux mails, même si, honnêtement, on n'arrive pas à répondre à tout parce qu'il y a vraiment une multiplication. En fait, quand on a commencé il y a 2 ans et demi, si tu veux, on cherchait les sujets. Ouais. Aujourd'hui, on se demande comment on va tout traiter. C'est Ouais. plus... ça, c'est positif, mais c'est une autre problématique. Donc, on essaie de répondre à tout le monde, mais ouais, parfois, c'est compliqué. Bon, bah, envoyez votre mail, il vous répondra. Peut-être. Ouais, je te remercie. Merci, Et Julien. puis, je te dis à la prochaine. Ok, Allez. salut. Ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé cet épisode. En description, je vous mets tous les liens vers les différents sujets qu'on a abordés avec Vincent. Si vous souhaitez continuer à me suivre, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur YouTube en vous abonnant à la chaîne ou tout simplement en likant la page Facebook. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.